L'actualité économique du secteur, je vais essayer de vous faire un panorama. Grosso modo, on a prévu du Tranxène et à la sortie, parce que ce que je vais vous raconter est assez navrant et assez attristant. C'est repris bien sûr dans nos professions de foi pour la campagne aux conseils d'administration, mais ça illustre comment on est dans une situation, après 10 ans de la politique industrielle conduite par nos différents gouvernements, dans une situation assez catastrophique. La distribution est sérieusement secouée puisque Phonahouse est démantelée. L'entreprise est en train d'être découpée en morceaux, une partie des magasins sont fermés, une autre est reprise par les anciens dirigeants de Pixmania pour faire des magasins d'accessoires. Globalement, vous aurez d'ici fin 2014 la disparition de l'enseigne de Phonahouse ou l'équivalent, ou à peu près, avec son lot de, on estime, entre 700, 800, 1200 personnes sur le carreau. Il y en a une partie qui sont reprises, donc il faut attendre les chiffres définitifs. Mais enfin, c'est quand même 1200 chômeurs de plus potentiels. Petite anecdote, Free va ouvrir quelques boutiques. Ça ne compensera certainement pas la disparition des 1200 emplois chez Phonahouse. Et puis vous savez que les opérateurs rationalisent leur réseau. J'aurais dû mettre une boutique en moins par semaine à Orange et pas FT, pardon. C'est un rythme relativement soutenu, ça veut dire que sur 3 ans, on aura supprimé 150 boutiques et on a les mêmes phénomènes chez SFR et on a les mêmes phénomènes chez Bouygues. Donc la distribution continue à dérouiller sec, c'est la conséquence de l'arrivée de Free sur le marché dans des conditions que vous connaissez tous. Le troisième élément qui marque quand même la rentrée du secteur, c'est que Free devient un opérateur low cost, y compris sur le fixe. Donc on a fait rentrer un opérateur qui fait une très belle opération financière parce qu'il a réussi à se développer sur le fixe et il utilise sa base du fixe pour rentrer dans des logiques du mobile, et qu'on lui a donné des conditions extravagantes d'entrée du marché, puisqu'on lui a permis de rentrer sur le marché sans investissement, ce qui... j'ai un peu regardé quand même, parce que je fais un peu d'international, ça ne s'est jamais produit dans le monde nulle part d'avoir des conditions aussi favorables d'entrée. Moi j'ai regardé un paquet de pays, jamais on a une situation aussi grotesque que la situation française. Dans la destruction de valeur, aucun pays n'a fait aussi fort que d'autoriser un acteur à ouvrir sans avoir une infrastructure et des investissements. Alors ça existait dans d'autres pays d'avoir des contrats d'itinérance, mais jamais sans des obligations de couverture, et en tous les cas jamais à des conditions aussi préférentielles avec l'autorité de la concurrence, l'autorité de régulation, qui permettait à Free de ne pas faire d'investissement. La caractéristique particulière, c'est que Free est incapable de lancer la 4G. Donc ça, c'est quand même un élément tout à fait frappant. Le contrat d'itinérance qu'il a sur la 3G avec nous, qui nous avait été imposé par l'autorité de la concurrence, et qui n'était pas une décision des dirigeants. Je vous rappelle qu'en juillet 2010, on a une décision de l'autorité de la concurrence qui dit si Orange veut fusionner ses bases fixes et ses bases mobiles, vous devez le faire en contrepartie du fait que Free puisse avoir accès à la 3G. Donc il est incapable de lancer un 4G parce que ça nécessite un réseau, parce que ça nécessite de s'organiser, qu'il n'a pas envie de claquer le blé, parce que de toute façon il ne l'a pas. Juste pour vous dire, un dernier papier sur les Échos qui est paru il n'y a pas très longtemps disait qu'en réalité, en comptabilité française, Free, petit 1 perd de l'argent et petit 2 ne paye pas d'impôts, tandis qu'en comptabilité américaine, qui est ce qu'on appelle les normes IFRS, qui sont les normes internationales en vigueur, il fait des bénéfices. Et c'est naturellement ce qu'il annonce au marché financier. Pourquoi? Parce que la comptabilité américaine permet de considérer que des charges d'exploitation, c'est-à-dire des charges courantes, passent en immobilisation. Donc on ne les paye pas tout de suite, mais on les paye à terme. Et donc comme ça, on affiche des profits. Donc c'est assez fascinant. Et les Échos titraient avec un petit encart qui s'appelle Crible, qui disait en fait Free a annoncé des résultats financiers qui en comptabilité française sont en fait des pertes. C'est-à-dire en fait c'est l'expression du fait qu'il n'investit pas et par une manipulation comptable, en jouant sous les deux normes, arrive à 1, pas payer d'impôts en France, 2, à annoncer des bénéfices qui en réalité ne réalisent pas. Et donc ça permet de faire monter le cours de bourse et dire que c'est un vrai succès.
parce qu'en fait, son offre, il perd de l'argent au jour le jour. Le point, c'est qu'il va essayer de compenser en faisant du FEM tout seul, c'est-à-dire qu'il va essayer d'équiper toutes ces box de petits émetteurs, peut-être 4G. On va regarder ce qu'il va faire pour essayer de déployer, mais enfin, en tous les cas, ça va pas être joyeux. Deuxième élément qui est assez significatif sur Free, c'est qu'on a une saturation de son réseau fixe et de son réseau mobile avec des vraies dégradations de qualité. Vous pouvez regarder, hein. Grosso modo, il n'y a pas que YouTube sur lequel vous ne pouvez pas accéder à Free. Vous avez un effondrement de la qualité de data, tant sur le fixe que sur le mobile, parce que le gars est plus capable d'acheter la capacité dont il a besoin pour satisfaire ses abonnés aux heures de pointe. Donc, vous pouvez faire les tests de téléchargement. Alors bien sûr, vous pouvez faire des tests avec les trucs les speed tests, auquel cas il a identifié les adresses IP, le gars est malin, il a identifié les adresses IP et à ce moment-là, comme par hasard, elles sont prioritaires, donc vous avez des super résultats qui sont très très bons sur les speed tests. Mais quand vous essayez de télécharger, notamment ça a été très frappant, vous avez essayé de télécharger iOS 7 d'Apple, vous passiez chez Free, vous étiez à 3 heures de chargement, vous passiez sur Orange, vous étiez à 10-15 minutes de téléchargement. Donc vous voyez bien qu'en fait on a un problème de saturation. Le résultat, c'est que Free est en train de perdre tous ses early adopters, c'est-à-dire tous ceux qui disaient que Free c'était hype et que c'était vraiment très bon. Donc voilà, donc c'est juste le changement de paradigme qui est important, c'est que Free est en train de devenir un opérateur low cost. Sur l'ADSL, il a un parc installé qui a une érosion qui est très lente et on a une très faible qualité au regard de l'offre ADSL d'Orange et qu'en plus il n'investit pas dans la fibre. Donc en fait tous les abonnés haut de gamme sont en train de passer de Free à Orange et c'est pour ça qu'on a des résultats qui ne sont pas mauvais sur le marché. Donc il faut bien comprendre ça. Alors évidemment ça prendra du temps parce qu'il faut changer faut que les consommateurs décident de résilier et de reprendre un abonnement et c'est pas si simple que ça. Surtout quand ils ont tout pris ensemble. Mais dites-vous qu'en fait, on est peut-être en train d'assister à un retournement de marché, sauf que le gars, entre-temps, aura détruit de la valeur, qu'il aura fait valoriser sa boîte à près de 10 milliards et qui vient de vendre 3% des actions, je crois, de Free, et qu'il a encaissé 300 millions d'euros. Donc derrière, ça lui permet de réinvestir, de faire du chalala, de dire qu'il a la 8e fortune de France, qu'il a investi dans un truc de start-up, d'acheter des participations dans un paquet de médias. Donc voilà. Mais on a peut-être un retournement parce qu'en réalité son modèle ne marche pas et son modèle ne va peut-être pas marcher. Je reviendrai donc sur le dernier point qui est sur la spécificité française, qui était que les 4 opérateurs a priori étaient possédés par des acteurs français. Et en fait, le désengagement de Niel chez Free laisse à supposer qu'en fait Free est potentiellement à vendre et que la cotation boursière pour SFR est annoncée, puisque vous savez que Vivendi est plus ou moins sous le contrôle de maintenant de Bolloré, que Bolloré veut pas de SFR et donc il pense à séparer les deux entreprises Vivendi et SFR et à côté SFR directement. Inutile de vous dire que si SFR et si Free sont virtuellement en vente, les opérateurs étrangers vont se jeter sur eux très rapidement, que Vodafone, et c'est ma slide suivante, vient de récupérer 100 milliards d'euros pour la vente de ses 100 milliards d'euros pour la vente de ses 45% dans sa filiale commune avec Verizon aux États-Unis. 100 milliards d'euros, c'est 5 fois la capitalisation boursière du groupe, ou 4 fois. 4 fois. Donc, non, 100 milliards d'euros. 130 milliards de dollars, 100 millions d'euros. 100 milliards d'euros. Donc vous avez de l'autre côté de la Manche un opérateur qui possède en cash sur son compte en banque, si l'opération se fait, parce qu'il y a encore quelques obstacles, mais si l'opération se fait, qui possédera plus en cash sur son compte en banque que la capitalisation de Telefónica, de Orange et de Deutsche Telekom réunis. Inutile de vous dire que cet opérateur qui n'existait pas il y a 15 ans ou 20 ans est aujourd'hui devenu un monstre. Alors, paraît-il qu'il va reverser 70% de ses 100 milliards à ses actionnaires en dividendes exceptionnels. Donc, il lui restera plus que 30 milliards. 30 milliards, c'est quand même toujours plus que la capitalisation boursière d'Orange. Ce qui, évidemment, va être extrêmement perturbant, parce que quand vous avez un opérateur qui possède 100 milliards, qui est capable de tout acheter,
Deux choses, il vient d'acheter Cable en Allemagne, je crois, pour 7 ou 8 milliards. Et Vodafone avait toujours été un partisan du mobile only, c'est-à-dire qu'il n'avait toujours considéré qu'il n'y avait pas de logique à rentrer dans la convergence et que la convergence n'était pas son truc. Et donc n'avait jamais acheté d'opérateur fixe. Et pour la première fois, enfin il y a 18 mois, ils ont décidé de changer de stratégie. Ils sont partis dans une stratégie d'acquisition d'opérateurs fixes pour la convergence, parce qu'en Europe, et même dans une partie du monde où il y a pas mal de fixes, on se rend compte que la stratégie de la convergence, c'est la stratégie qui est gagnante et qui fait qu'on gagne des parts de marché, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer le quadruple play. Et on a des rumeurs d'intérêt de la part de Vodafone pour Maroc Télécom. Vodafone est déjà extrêmement présent en Afrique, donc c'est extrêmement désagréable pour nous. Et Maroc Télécom, c'est 5 opérateurs historiques en Afrique. C'est le Maroc, bien sûr, mais c'est aussi la Mauritanie, c'est le Mali, c'est le Gabon et c'est le Burkina Faso. Donc, c'est inutile de vous dire que toute notre stratégie, tant vantée par la direction sur on va se développer en Afrique, fait que on est extrêmement mis à mal si Vodafone prend la main sur Maroc Télécom. Ben, j'y viens. J'y viens, tu sais, mes slides sont structurés, donc j'ai un cheminement de pensée continu. Téléfonica continue son expansion. Vous savez, ces Espagnols que les Allemands traitent toujours à la dure, en les appelant, comment ils les appellent, je sais plus comment ils les appellent dans les négociations à propos de la dette. Ils sont en train d'essayer d'acheter KPN en Allemagne, et s'ils réussissent à acheter KPN en Allemagne, leur filiale, ils fusionnent les deux opérateurs mobiles et ils seront le numéro 1 en Allemagne. L'opération n'est pas faite, ça les mettrait devant Deutsche Telekom, et surtout ça pose la question qui est un peu surréaliste, qui est le débat qui est en train d'être posé en Allemagne. C'est en Allemagne ils sont 80 millions, on est 65 ou 66 millions, et ils auraient plus que 3 opérateurs mobiles pendant que nous on aurait réussi à en avoir 4. Inutile de vous dire que tout ceci nous interpelle. Et deuxième élément, il y a une prise de contrôle rampante de Telecom Italia par Telefonica. Telefonica a annoncé la semaine dernière qu'il montait dans la holding qui contrôle à peu près un quart du capital de Telefonica, de Telecom Italia, qu'ils en prenaient les 2/3, donc en fait ils sont les actionnaires de référence de Telecom Italia. Donc on est globalement dans une situation extrêmement inquiétante parce que on est en train d'être entouré par un Anglais ultra puissant avec du cash partout, et de l'autre côté un Espagnol qui a certes des tas de problèmes de marque, mais qui a toute l'Amérique du Sud en opérateur, qui est présent dans quasiment tous les pays d'Amérique du Sud, à 3-4 près, qui est très présent en Europe parce qu'il est présent sous la marque O2, donc il est déjà présent en Angleterre, il est déjà présent en Allemagne. Non, il n'est pas en Italie, si ce n'est par la prise de contrôle de Telecom Italia. Donc on est dans une situation qui est extrêmement inquiétante en termes d'opérateurs, parce que les effets de masse critiques pour acheter les équipements, pour amortir les développements qui sont faits, font qu'aujourd'hui le marché français ne suffit plus et qu'il faut être un opérateur à minima pan-européen, et si ce n'est mondial. Et troisième élément, les opérateurs étrangers se développent. Les opérateurs chinois sortent de la Chine. C'est pas la première tentative, mais ça a l'air d'être un peu plus structuré. Ils sont en train d'essayer de rentrer dans un certain nombre de pays d'Asie en achetant d'autres opérateurs. D'habitude, les Chinois sont pas très bons sur la notion de service et d'exploitation de réseau, donc on va voir s'ils arrivent à s'en sortir. Mais enfin, en tous les cas, ils ont énormément de cash. Je vous rappelle qu'un petit opérateur mobile en Chine, c'est 400 millions d'abonnés de base. Tandis que nous, tout cumulé, tous les pays dans lesquels on est, on en a péniblement 200. Donc c'est juste pour vous donner leur capacité financière. Et ce qu'on appelle Telmex America Mobile, c'est avec un V d'ailleurs, c'est pas avec un V, a acheté près de 30% de KPN aux Pays-Bas, et donc a une base en fait installée confortablement en Europe. America Mobile, c'est toute l'Amérique du Sud. Je crois qu'ils sont présents dans toute l'Amérique du Sud. Et c'est l'ancien Telmex, dont un certain nombre de dirigeants de France Télécom étaient extrêmement fiers de dire on a fait une énorme plus-value, on a vendu les 11% qu'on avait de Telmex. Je crois que Patrice le sait. Carlos Slim. Patrice rit beaucoup parce qu'il connaît
Ouais, entre autres, en disant on a fait une très bonne opération, on a gagné, je crois, 300 ou 400 millions de francs. On a fait une super opération. Telmex, c'est ce qui fait la fortune de Carlos Slim, qui est la première ou la deuxième fortune du monde avec Bill Gates, en fonction des... Ça dépend des années. Ça dépend des années. Voilà. Et donc le résultat, en fait, qui est assez navrant, si vous regardez, c'est Orange, en fait, régresse dans le classement international. Il y a 10 ans, on était 4e opérateur. Aujourd'hui, j'étais en train d'essayer de faire les comptes, on est péniblement à la 10e ou 11e place. Et en réalité, on n'arrive pas à être un opérateur mondial. Ça aura des conséquences extrêmement fortes sur les centres de décision. Parce que si un jour il y a de la consolidation, c'est-à-dire que le centre de décision peut sortir hors de France. Et il est illusoire d'imaginer dans le secteur des télécoms qu'il n'y ait pas des effets de taille critique et des effets de masse qui fassent qu'à un moment, si on a un SFR ou si on a un Bouygues Télécom ou même un Free qui passe sous le contrôle d'un étranger, on va redérouiller sec. On va redérouiller sec parce qu'on ne sera pas en mesure de lutter à taille égale. Alors l'actualité économique à Orange, quelques éléments. Alors le truc le plus spectaculaire, c'est le redressement fiscal de 2 milliards d'euros. C'est une vieille affaire. C'est quand en fait la holding de droit, entre guillemets, la holding de droit privé qui existait du temps de la DGT, qui s'appelait Cogecom, était porteuse de l'ensemble des participations foireuses de type Mobilcom, NTL ou même qui a servi à racheter Orange, a été fusionnée avec France Télécom, donc en 2006, je crois, ou 2007. L'opération de fusion a été menée sans demander spécifiquement à Bercy la validation du scénario fiscal. Le résultat, c'est que Bercy, quelques années plus tard, a ouvert une enquête et a considéré qu'il y avait un abus de droit et donc a redressé Orange de 2 milliards d'euros. Alors, les 2 milliards d'euros, déjà, la première chose que notre organisation va demander, parce que c'est tombé au début du mois de juillet, c'est qui a fait le montage foireux et qui n'a pas demandé à Bercy la validation du montage. Parce que ça serait bien que les gens qui nous coûtent 2 milliards d'euros, hein, on est 100 000 salariés, donc je vous laisse faire le calcul, c'est 20 000 euros par salarié. Donc ça vous donne juste l'ambiance des dégâts. Donc c'est absolument gigantesque et c'est absolument délirant. Et on a dans le même temps Bruxelles qui a exigé qu'on rembourse à l'État à peu près 2 milliards d'euros. On a des dividendes qui sont 2 milliards d'euros. On est dans une situation qui est absolument folle. Et c'est pour ça que je souris beaucoup. C'est pour ça que je souris beaucoup quand j'entends dire que la dette de la France est épouvantable et qu'on a, je crois, 30 000 euros de dette par Français. Parce que nous, on a eu un redressement fiscal de 20 000 euros par salarié. Donc, ça vous relativise les chiffres. Soit notre chiffre est gigantesque, soit finalement l'endettement de la France, c'est finalement pas grand-chose. Il suffit de taxer la France comme on taxe Français, enfin Orange. Baisse de chiffre d'affaires sur 2013, c'est pas une surprise. Le seul point positif qui est à noter, c'est une augmentation des ventes sur la fibre. C'est pas encore au niveau où ça devait être, mais c'est le seul élément positif. Dégradation de la marge dans le mobile. Nos dirigeants espèrent qu'en 2014, on aura une inflexion de la décroissance de la marge et que 2014 sera le début du redressement. Si la crise économique se poursuit, rien n'est gagné, mais on verra la crise économique qui est peut-être en fin de course. Fin de course. Dirons-nous que le passage à vide dans lequel on est va peut-être s'améliorer un peu, mais enfin la crise économique est profondément durable. On pourrait y revenir, ça ferait l'objet d'un long débat. Mais enfin, on va dire, on pourrait peut-être avoir un rebond en 2014, donc on verra. Les secousses en Europe, bon, globalement, on a une commission de Bruxelles qui est assez folle et qui a décidé que le roaming devait disparaître et que les Allemands qui voyagent beaucoup devaient quand même voyager avec moins de frais de téléphone. Et donc, quand ils sont en vacances, ils doivent pouvoir payer au tarif local leur communication.
C'est une méga connerie. Parce que le roaming, la disparition du roaming est bien sûr une bonne chose pour le consommateur, mais ça doit impérativement s'accompagner d'une péréquation, parce que sinon, pendant vos vacances, vous n'arriverez plus à téléphoner. Pourquoi? Parce que les pays du Nord vont dans les pays du Sud, et les pays du Sud, ils ont que 2 mois pour amortir les infrastructures qu'ils sont obligés de mettre à disposition. Donc c'est-à-dire que toutes les villes touristiques vont absolument craquer, toutes les zones touristiques. Je donne toujours l'exemple de Lacanau, qui en hiver a 4000 personnes et qui en été en a 55 000. C'est pas avec le prix de la com locale qu'on arrive à amortir des équipements. Donc on va avoir un vrai problème sur cette question du roaming. Voilà. Voilà. Donc on se risque de se retrouver avec une situation totalement folle où dans les pays du Sud on puisse plus téléphoner en été, mais comme ça sera pas cher. C'est à peu près la même dictature. C'est à peu près la même dictature de l'absurde que celle qui a introduit Free sur le marché. C'est pas cher, mais il n'y a plus d'infrastructure. Donc voilà. Et deuxième élément, on est sur ce qu'on appelle le modèle convergent, c'est-à-dire fixe mobile. Donc à la fois, il faut être opérateur fixe et opérateur mobile pour survivre. Sinon, on se fait laminer parce que le consommateur essaye de rationaliser l'ensemble de ses offres autour d'une seule offre, et c'est un modèle dominant. L'Afrique ne croît que de 5%. Par an pour nous. On est l'opérateur qui est le plus impacté, puisqu'on est présent dans des pays qui sont en situation difficile. Je ne vous fais pas la liste, la Tunisie, l'Égypte, la Centrafrique. C'est des pays où vous savez que l'économie marche merveilleusement bien. Les touristes sont là tous les jours. Et les affaires, le climat des affaires est particulièrement propice. Voilà. Serein, c'est ça. Alors la Suisse et j'y viendrai juste après. La Suisse et l'Autriche ont été vendus parce qu'on avait besoin de cash, parce qu'il faut verser des dividendes. L'échec dans les grandes manœuvres. Alors juste pour vous donner 2 informations qui vous ont peut-être échappé. Il y avait un appel d'offres pour ouvrir 2 licences mobiles en Birmanie. Nous sommes arrivés 3e. Donc c'était formidable. Là, on a la meilleure note technique. Mais il se trouve que les Qataris, avec QTEL, et Telenor, avec les Norvégiens, ont réussi à gagner les licences. Vous noterez quand même que ces 2 opérateurs sont majoritairement détenus, ou sont contrôlés en très grande partie, par des pétroliers, donc qui sont capables de mettre du cash et d'alimenter la machine. Donc c'est quand même assez significatif de voir le recyclage du pétrole dans ces 2 opérations. Et à la fameuse question tout à l'heure qui était posée sur Maroc Télécom, c'est grosso modo quand on a pris 2 milliards dans la pomme dans le redressement fiscal au début, racheter Maroc Télécom, vu notre endettement, rend la situation quasiment impossible, parce qu'on est à 32 milliards d'endettement, et on est incapable de sortir le cash nécessaire pour acheter Maroc Télécom. Donc merci l'État français, qui fait que... Et puis dans le même temps, on a demandé à Vivendi de ne pas vendre trop vite, parce que c'était quand même tellement bien d'avoir un opérateur contrôlé par des Français au Mali. Le démantèlement de FT, j'aurais dû dire d'Orange, mais évidemment il y a une d'FT Orange, continue. La mise en vente sur le marché d'Orange en République dominicaine, pour essayer de récupérer d'un peu plus d'1 milliard. On vend encore un pays, puisqu'on n'a plus de cash. Et puis après Etrali, dont vous avez tous entendu parler, on est en train d'essayer de vendre, paraît-il, 2 choses. Une mise en vente de Globecast, avec Barbero. Avec Barbero, ça coûtera moins cher. C'est ça le problème. Oui, on pourrait. Et la deuxième, c'est une rumeur de vente sur les régies publicitaires du groupe. Au moment où la publicité sur Internet commence à devenir rentable. Donc, ça avait été acheté très cher par Lombard, notamment Unimaxis. Ça avait été acheté très cher en Angleterre. Alors la publicité devient extrêmement rentable, mais globalement, on n'a pas choisi un mode de régie qui aujourd'hui
permet d'avoir des sites d'audience. Donc en fait, c'est toute la problématique du contenu, enfin toute cette stratégie-là qui va long. Voilà. Je vous raconte le démantèlement. Voilà. L'annonce d'introduction en bourse de I a été de nouveau refaite. Hein, je vous en avais déjà parlé en avril. Et la situation de Deutsche Telekom est identique à celle de FT, alors d'Orange, je devrais dire. J'ai encore du mal. Hein, je suis pas complètement Orange dans ma tête. Deutsche Telekom a un autre problème, c'est qu'ils sont dans une situation inextricable aux États-Unis, avec un opérateur qui en fait est troisième sur le marché, avec deux monstres américains qui sont Verizon d'un côté et AT&T de l'autre, et ils n'arrivent pas à rendre leur filiale américaine profitable, et le marché se concentre, et se concentre pas en leur faveur, donc ils sont globalement plombés par leur aventure américaine. C'est en général une constante dans les secteurs considérés comme un peu de souveraineté nationale aux États-Unis. Toutes les compagnies qui s'y aventurent, que c'est été dans le domaine cinématographique, que c'est été dans les télécoms, s'y sont brûlés les ailes, et on en a l'exemple avec l'exemple de Deutsche Telekom. Donc la situation explosive, la situation financière d'Orange est explosive. Hein. Donc oui, bah, il manque 3 mots. Donc un endettement qui est en hausse à près de 32 milliards et qui ne baisse pas. C'est-à-dire que et qui progresse en fait. Pourquoi il progresse? Parce qu'on s'est pris les 2 milliards de redressement. Parce que grosso modo, on verse des dividendes qui sont supérieurs aux bénéfices. Donc on a un endettement qui progresse. Alors on fait des opérations financières pour essayer de le faire baisser. On vend des bijoux de famille. Mais enfin, la situation est absolument désespérée. De ce côté-là, si on ne supprime pas le dividende, on va avoir un vrai problème. On va aller très clairement dans le mur. La dégradation de la notation est vraiment à prévoir, et on a un endettement qui paralyse à la fois notre croissance externe et puis l'investissement. C'est-à-dire que on est extrêmement entravé par ça. Les bénéfices qui sont en baisse, hein, je ne vais pas vous en parler, mais la tension qu'on a entre la crise européenne et la férocité de la concurrence fait qu'on a des résultats qui sont en baisse, même si des provisions étaient passées en 2013 pour embellir les résultats en 2014. Donc on va vous annoncer en 2014 des bons résultats, vous allez voir. Ne vous leurrez pas, en réalité, c'est les fameuses provisions qu'on passe dans un sens, passe dans l'autre. Des dividendes qui sont toujours prévus pour l'exercice 2013, versés en 2014, et on a un versement d'un acompte de 30 centimes en décembre. Ça a été visiblement une bataille assez terrible, parce que l'État le voulait avant la fin de l'année pour boucler son budget, donc à refuser que ça soit après décembre. 30 centimes, ça a été ce qui a été âprement négocié, parce que l'État continue à exiger des rentrées de cash, et le FSI aussi. Voilà. Et le dernier point qui doit nous faire à la fois sourire et qui montre que tous les imbéciles qui déclaraient que verser un dividende élevé, ça faisait monter le cours de l'action, c'est que le dividende baisse et l'action monte. Depuis, on a baissé le dividende à 0,80 en juin, et l'action a pris, je crois, 20 ou 25% depuis le mois de juin. Donc c'est juste pour vous dire qu'en réalité, plus on baisse le dividende, plus en fait on fait monter l'action si on a un vrai projet industriel. Et voilà. Alors, il y a des aspects spéculatifs, mais il n'y a aucune corrélation entre un dividende élevé et une action haute. Enfin, vous avez entendu cette soupe pendant des mois. Vous avez même des OS qui ont eu l'imbécilité de la répéter.